Oh putain, en fouillant dans ma pochette de guitare, j'ai retrouvé un hand spinner. J'avais oublié l'existence du truc. Bon, c'est bon, ça enregistre pour toi. Voilà, allez, ça rec, c'est y part. Parfait. Ah bah alors attends. Néo, tu sais pas quoi? Non. En regardant dans la pochette de ma guitare, j'ai trouvé un hand spinner. Bienvenue dans Kune, c'est la critique et Néo-Tail, et en attendant de trouver une phase Oh putain. Oh, c'est compliqué là. Oh, tu sens que ça fait longtemps, hein. Bienvenue dans Kune, c'est la critique et Néo-Tail, et en attendant de trouver une phrase d'accroche, vous allez vous contenter de ça. Salut Néo, comment ça va? Et bah, moi, ça va très bien. Et toi, visiblement, ça a l'air d'aller très bien vu que tu as trouvé un hand spinner. Tout à fait, Néo, moi ça va mal, ça va très mal. J'ai appris que dans Dark Cloud, il y avait pas Tifa. Oh, dur. Il y a Dark Tifa au moins. Non, je pense que dans Dark Tifa, par contre, il n'y a pas Cloud. Ouais. Au programme, on reviendra sur les titres auxquels on joue en ce moment, puis on enchaînera avec les jeux de 1986... 1980... 1995... Néo, tu t'es pas trompé dans le titre du podcast? Non, alors. Comment dire? J'avais du mal à trouver beaucoup de choses à dire sur les jeux auxquels je jouais. Et du coup, on a décidé de skip quelques années, de partir en 95, donc plus les débuts de la 3D, tout ça. Voilà, c'est ma faute. Ah, d'accord. Donc pour résumer, ça t'emmerdait, donc on a fait un bond dans le temps de 10 ans. Voilà, c'est ça, plus ou moins. Bon, vu qu'on est en 2022 et vu la fréquence à laquelle sortent les Kunai, on a encore de la marge avant d'être à court. On enchaînera donc avec les jeux de 1995, notre fameux long format qui sera probablement entrecoupé par d'autres formats ici et là, avant de finir sur nos recommandations. Je te laisse donc la parole Néo, à quoi joues-tu en ce moment? Et ben en ce moment, j'ai beaucoup de jeux auxquels je joue pour plein de raisons, mais j'en ai retenu deux. Le premier, c'est Rayman 2, mais sur PS1. Alors Rayman 2, je l'ai déjà fait un nombre incalculable de fois, je suis un grand fan de Rayman, mais je l'avais fait sur PC. Je crois que j'avais fait un peu la version PS2 aussi, qui m'avait pas tant plu que ça. Mais la version PS1, c'est très particulier. Alors déjà, elle est connue parmi les fans de Rayman comme la version moins bien, c'est-à-dire qu'il n'y a que 800 looms au lieu des 999 de la version PC. Il y a des niveaux qui sont pas du tout, il y a des phases qui ont été complètement skip parce que c'est la PS1 tout simplement. Et le seul attrait qu'on a vraiment pour cette version, c'est que si on le termine à 100%, on a droit à un niveau du prototype de Rayman 2 à l'époque où c'était encore un jeu en 2D qui faisait suite directement au premier. Oh. Et du coup, je me suis lancé là-dedans. Je l'ai pas encore complété à 100%, mais c'est très bizarre parce que quand tu as joué à Rayman 2 du coup sur PC toute ta vie, là tu as l'impression d'être sur une version alternative parce que même les niveaux sont pas exactement les mêmes. Tu as des parties totalement inédites, d'autres qui sont reprises du jeu, mais tu sens que la PS1 était beaucoup moins puissante. Par exemple, des niveaux assez ouverts comme la baie de la baleine pour ceux qui connaissent, bah là c'est un gros couloir. Voilà, c'est vraiment genre tu avances tout droit et tu ramasses des bulles. Et c'est aussi cette version PS1 la version la plus difficile du jeu, notamment à cause des obus à pattes qui sont déjà à l'aide tiers sur la version PC. Clairement, ça se contrôle très mal, mais sur PS1 c'est encore pire. Et puis il y a une espèce de boss, de mini-boss qui apparaît des fois de temps en temps, qui a un pattern totalement contre-intuitif. C'est-à-dire que il va vous spawner dessus. Et il va falloir sauter pour qu'il plante son crochet dans le sol et qu'on puisse l'attaquer. On fait ça tant de fois qu'il le faut. Donc ouais, c'est une version assez étrange de Rayman 2, mais qui peut valoir le coup. Franchement, c'est une curiosité à découvrir si vous avez déjà fait Rayman 2. Pourquoi pas. La version PS1 est un portage de la version PC, PS2, machin. J'entends, elle est sortie après, du coup. Non, ils sont sortis en même temps. D'accord. C'est le même moteur de jeu d'ailleurs. Même développeur aussi ou... Ouais. Ok. Et du coup, mon second jeu du moment, c'est SCP Secret Files. Alors SCP Secret Files, je le suivais pas du tout. Je savais même pas qu'il existait en fait. Puis il y a eu la Gamescom, qui était chiante, mais on a eu le trailer de SCP Secret Files qui m'a directement donné envie. Et en fait, quand j'ai vu qu'à sa sortie, le prix il était à genre 10€, bah j'ai pas hésité. C'est un jeu qui m'avait pas mal attiré parce que ça avait l'air de partir dans un délire jeu d'horreur, mais chaque SCP possède un style de jeu différent. C'est ce qui semblait sortir du truc et du coup je me suis dit let's go. Je l'ai commencé, j'ai joué à peu près 1h30, 2h, j'ai fait les 2 premiers SCP du coup, et c'est complètement ça. Et du coup je suis trop content de pouvoir jouer à un jeu comme ça. Alors, ça fait très amateur, ça fait parfois très cheap. Le premier SCP, il est pas fou. Mais par exemple, le second, ça part un peu plus dans un délire à la Walking Sim, un peu horreur, qui marche bien. Et si tous les SCP comme ça, ça reste un concept différent jusqu'à la fin, ça va être incroyable. Sachant que, visiblement, semble y avoir 9 chapitres. Donc le jeu devrait être assez court.
Également, c'est un jeu assez bien optimisé, surtout si on prend en compte le fait que ça tourne très bien sous Unreal Engine 4, franchement, je suis assez épaté. Et pour finir, je suis pas le plus grand fan des SCP, mais j'ai pu faire le jeu en compagnie d'un grand fan de SCP, et apparemment c'est très fidèle à l'univers SCP, et c'est tellement fidèle que ils sont allés jusqu'à faire un move assez cool. C'est qu'en gros, dans le jeu, pour raconter vite fait, on joue un employé SCP qui regarde des documents, du coup les secret files, les fameux, qui racontent certains fonctionnements de SCP. Et à la fin, on écrit les rapports de ce qu'on voit. Et du coup, ces rapports, c'est exactement les mêmes, mot pour mot, que ce qu'il y a sur le site SCP. D'accord. C'est trop bien. Très très bel hommage. Du coup, ouais, franchement, pour l'instant, je suis très agréablement surpris par SCP Secret Files. Et ouais, effectivement, c'était aussi un des jeux qui m'avait intrigué à la Gamescom. Moi, je l'ai pas acheté parce que, de toute façon, je pense pas pouvoir le faire sur mon PC. Non, mais il sort l'an prochain sur console. Voilà, c'est ça. Donc, je pourrais attendre ce moment-là. Comme ça, de toute façon, j'ai déjà suffisamment de trucs à faire pour ne pas, en plus, me bouffer l'embouteillage de cette fin d'année. Notamment créé par Square Enix. C'est un bordel, c'est terrible. Oui, voilà. J'imagine qu'en plus, t'as pas mal de jeux à faire de ton côté. Et d'ailleurs... Superbe transition. Dis-moi, Kourou, à quoi joues-tu en ce moment ? Eh bien, Néo, je vais te le dire directement, comme ça, sans aucun détour, parce que c'est aussi ça la passion du jeu vidéo. J'adore justement aller directement à l'essentiel et pouvoir dire tout de suite, comme ça, là, le jeu que je suis en train de faire. Le mec m'agresse. Parce que, attendez, je mets ma serviette par-dessus mon épaule, comme ça, et je nettoie un verre et tout. Parce que oui, c'est le bistrot du jeu vidéo, je vous ai pas dit, alors bonjour. Mais il devient complètement taré. Non, mais c'est parce que ça fait longtemps, Néo, t'inquiète. Ouais, d'accord. Eh ben écoute, en ce moment, je joue à Yakuza Ishin, qui n'est pas sorti, mais que j'ai en import japonais. Et non, je déconne, parce que j'ai voulu le faire en stream, et bah ça voulait pas, parce que ça avait des scènes bloquées, et du coup, bah tu peux pas streamer les scènes bloquées depuis le PS4. Voilà. Donc, le jeu que je suis en train de faire en ce moment, c'est Mega Man X. Et même là... Bah c'est pas terrible en fait. Alors c'est dommage parce que genre les Megaman classiques me conviennent davantage que les Megaman X. En cela que, étant donné que la caméra est plus éloignée dans les Megaman classiques, ton approche des situations en fait qui s'offrent à toi, des mini-situations de chaque niveau, va se faire après un temps de réflexion. T'as le temps de te poser pour voir en fait ce que tu dois faire avant de réagir. Or, dans Megaman X, eh ben c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que, étant donné que la caméra est plus rapprochée, ça va être beaucoup plus être dans le réflexe que tu vas devoir agir, et pas dans la réflexion. Et ça, j'ai un peu plus de mal, notamment parce qu'il y a des moments où c'est clairement injuste, en fait, et de toute façon, j'ai toujours trouvé ça assez injuste quand on te dit de réagir très vite à une situation qui ne s'y prête pas, notamment, je pense comme ça, là, à mon niveau préféré de tous les Megaman, Gravity Man, dans lequel, avant le boss... T'as un endroit où tu tombes vers le haut, mais tu tombes, et en fait t'as des pics au plafond, et donc si tu n'esquives pas à la dernière seconde, alors que tu sais pas qu'il y a des pics, genre c'est vraiment quand l'écran bouge que tu comprends qu'il y a des pics, là, si tu ne sais pas, bah t'as des chances de mourir. Ça c'est vraiment un truc de bâtard, et en règle générale ça me déplaît fortement dans les Megaman. Tous les côtés Die and Retry, en fait des jeux qui ne sont pas conçus pour être des Die and Retry, ou du moins qui ne sont pas pensés pour te faire rager, et pour te faire rire en fait, sur ce point-là. C'est un des trucs qui a vachement vieilli, je trouve, dans le jeu vidéo, quand ce n'est pas réfléchi autour. J'entends. Parce que à ce moment-là, les Souls, évidemment, c'est complètement basé sur le système de mort et de réessai. Et à ce moment-là, ça marche très bien. Megaman, il y a des moments où c'est pas juste, en fait. Et tu pouvais pas anticiper ta mort. Et la mort n'est pas à cause de toi, mais à cause du jeu. Donc voilà. Et donc Megaman X plonge à pieds joints là-dedans. Il y a des endroits où c'est horrible parce que, alors là je pense au niveau aquatique, j'ai plus son nom, t'as un sous-marin qui te tire dessus, t'as un premier sous-marin en fait qui apparaît, qui sort du sol et qui va commencer à tirer dessus avec des espèces de, je sais pas ce que c'est, on dirait des serpents mais qui te foncent dessus, il balance des roquettes aussi et genre tu dois le détruire. Donc le premier ça va, mais en fait le deuxième, t'arrives sur une plateforme qui est entre des pics et en fait le pouvoir du deuxième sous-marin qui va apparaître, c'est de soit souffler, soit t'aspirer. Et en fait le temps de réaction qu'il te faut pour savoir quand passer, mais il est tellement vénère qu'en fait je perdais toutes mes vies dans les pics à chaque fois parce que genre les pics ça one shot dans Megaman. Et ça c'était vraiment insupportable. Autre truc, c'était je sais même pas ce que c'est, mais tu sais le boss dans la forêt, c'est un lézard, ouais voilà, c'est une salamandre, je sais pas, qui te balance des pics, qui t'attaque avec sa queue, il est immonde. Alors j'ai réussi à le battre depuis, mais il est pas agréable comme combat de boss. Il y a des combats de boss qui sont très cool, même s'ils sont compliqués. Je pense au boss oiseau dans les airs, même si le niveau avec l'aéroport et tout, il est très très relou. Le combat de boss, je le trouve très cool. Mais voilà, il y a vraiment des trucs dans ce Mega Man X qui me font me dire que soit la formule n'est pas pour moi, soit on m'a vraiment trop survendu le jeu, quoi. Et il est vraiment pas si bien que ça. Parce que quand tu sors de Mega Man 5 et 6, franchement... Et je dis ça parce que Mega Man X suit Mega Man 6, hein, c'est vraiment, il est sorti juste après, parce que Mega Man 7 est sorti après Mega Man X.
Vraiment, tu sens passer le truc. Tu dis quoi? Attends, mais on a vraiment... Enfin, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on régressait. Mais c'est peut-être juste que la manière d'aborder les Megaman est différente et que c'est un coup à prendre. Parce que, étant donné que j'ai fait tous les Megaman classiques d'affilée, peut-être que je me suis fait une idée de ce qu'était Megaman qui n'est pas foncièrement Megaman. Après, je dis ça, j'ai quand même fait les Megaman 0. Enfin, j'ai commencé Megaman 0-1. Et pourtant, j'ai pas de problème avec, quoi. Enfin, j'ai pas de problème avec, je veux dire, avec le jeu en lui-même. Parce que le premier boss de Megaman 0-1, bordel de merde. Mais voilà, je ne suis pas là pour parler de ce jeu. Megaman X, c'est un peu une déception pour l'instant. J'attends de finir les 8 boss avant de vraiment me prononcer dès que j'aurai fini le jeu, en fait, avec la forteresse de Wily, tout ça. Parce que je suppose qu'il y aura la forteresse de Wily, hein. Ça reste Megaman. Hein. Voilà, c'est ça. Après, tu dis ça, mais 0, encore une fois. Hein. Après, c'est pas Wily. Bah oui, évidemment, c'est pas Wily. Oui, je suis débile. Oui, bien sûr. Bah oui, vu que c'est plus Megaman, c'est... Bien sûr, Wily, a priori, est mort depuis un bon moment, sauf si il a survécu en 1000 ans. Bref, Megaman X, je vous le conseille pas spécialement pour l'instant. J'attends de voir et de donner un véritable verdict sur la fin. Peut-être que je ferai aussi une rétrospective Megaman X, qui sait. Oh bordel, non. Déjà que je finisse la classique. Hein. Ouais, j'attendrai que tu fasses Megaman X4. Ok. Franchement, j'ai hâte que tu le fasses, il est trop bien. Ok. Et j'ai hâte de faire Megaman X7. Ouf. Il a sa réputation, donc j'ai hâte. Hein. Ouais, je confirme la réputation. En revanche, un jeu que je suis en train de faire en ce moment, et que j'ai commencé effectivement il y a pas longtemps, que je trouve absolument fantastique, c'est bien sûr un jeu de rythme. Est-ce que tu vois duquel je parle, Néo? C'est pas très compliqué, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Putain, c'est lequel que t'as acheté il y a pas longtemps? Tout à fait, Néo, c'est Arcaea. Putain, Arcaea, oui. Alors Arcaea, c'est ce jeu de rythme où ça commence tranquillement comme un piano tiles en fait, où genre juste t'as des notes qui arrivent sur 4 colonnes, tu dois appuyer sur les colonnes où les notes arrivent, des fois faut maintenir la note, et puis voilà, tranquille. Sauf que là t'as un twist, en fait le jeu se passe en 3D. Et oui, alors que ça arrive vers toi, hein. Il y a des espèces de fils, des espèces de serpents en fait, on va dire, des serpents de couleur que tu dois suivre comme ça, avec ton doigt, mais sur tout l'écran. Et du coup, ça dynamise énormément un jeu qui met très en avant tout ce qui est électronique, dans la musique bien sûr. Beaucoup de hardcore notamment, de dubstep, de trucs comme ça. Donc c'est effectivement beaucoup plus axé là-dessus, mais en même temps, le jeu est complètement pensé pour, et du coup ça marche très très bien, parce que t'as un dynamisme en fait qui se crée entre le jeu de rythme assez classique, dirons-nous, et le fait que tu te retrouves sur une 3e dimension avec bon, techniquement c'est que de la 2D, hein, mais vu que ça t'arrive dessus et qu'en plus les formes sont en 3D, tu te dis ah oui, effectivement il y a un jeu qui se joue en fait sur la perspective. Et c'est ultra plaisant à jouer. C'est très très grisant d'essayer les niveaux de difficulté supérieurs. Je suis pas encore très bon hein, en élevé, mais je commence à prendre mes marques. Et vraiment, ça a tellement de potentiel, mais tellement de potentiel. En plus, il y a des musiques que j'aime énormément. J'ai pu découvrir l'or, notamment, grâce à ce jeu. Non, je connaissais un tout petit peu avant, mais j'ai encore plus apprécié l'or, donc L-A-U-R. Je t'invite à écouter, Néo. Je sais pas si je t'ai déjà fait écouter. Bon, en fait, il fait de tout, mais genre de tout, et je te conseille vraiment son premier album parce qu'il est ouf. Genre, ça commence sur un truc un peu ouais, symphonique, mais piano, machin, et tu sens que c'est de l'électro, quoi. Et tu te dis, ah ok, c'est une bonne entrée en bouche. Tu vois, imagine un peu Once Upon a Time dans Jester. Il y a un petit air de ça. Et donc voilà, ça commence assez calmement, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va arriver derrière. Ensuite, ça part sur Unknown Civilization, je crois. Et alors là, t'as un espèce de truc, ça part en un peu dubstep, mais un peu oriental, et t'as des drops qui défoncent tout. Après, ça part sur un truc beaucoup plus classique, légèrement baroque, mais quand même plus classique, ouais. Et genre, ça part en hardcore, mais avec un piano et un violon qui sont complètement tarés. Et vraiment, cet enchaînement des 3 premiers morceaux là, je me suis fait, mais putain, c'était incroyable. Et vraiment, j'ai vécu un truc hyper fort quand j'ai écouté ce début d'album. Sur la 2e moitié, je le trouve un petit peu en deçà peut-être, mais après, c'est parce que peut-être que l'effet de surprise était passé aussi. Mais vraiment, le début de l'album, je le trouve, mais extraordinaire. Donc si t'as l'occasion d'écouter, alors j'ai plus le nom d'album, mais si tu tapes l'or, de toute façon tu vas voir ce qu'il a fait. Et vraiment, waouh, c'était assez impressionnant. Donc je vous invite non seulement à essayer Arcaea si vous le pouvez, malgré qu'il soit sur Switch à 40 balles quand même, hors promo, donc ça fait très très cher. Mais en même temps, tu vois où elles sont passées les 40 balles, parce que t'as beaucoup de musique, et puis vraiment les pistes, c'est fait avec soin, tu le vois. Et genre t'as aussi un mode histoire, t'as un mode monde, t'as plein de trucs à débloquer, donc apparemment le lore est vachement le lore c'est drôle ça en plus, le background a l'air vachement intéressant en plus, et
Enfin, il y a plein de trucs en fait dans ce jeu. T'as pas mal de bonus. En fait, tu peux débloquer des personnages pour ensuite avoir des capacités spéciales. Tu peux améliorer tes personnages plus tu joues, plus ils gagnent en niveau. Enfin, le mode monde, en fait, tu grimpes en niveau et genre t'as une quantité astronomique de contenu, j'ai l'impression. Donc ouais, c'est 40 balles dans un jeu de rythme. Ça fait bizarre comme ça. Enfin, ça fait cher, tu te dis. Mais en vrai, ça les vaut. Hein. Quand tu vois tout ce que tu peux faire et comment l'intérêt se renouvelle, surtout que ça te pousse assez intelligemment à essayer, à expérimenter des morceaux que tu n'irais pas voir naturellement. Après, toi, je sais, Néo, que tu fais souvent des morceaux, même si t'aimes pas, que toi, t'es plus en mode je fais tous les morceaux une fois plutôt que je tryhard sur les morceaux qui me plaisent. Donc, c'est à voir aussi comment chacun joue. Mais justement, je pense qu'il y en a pour tous les goûts en fait. Il y a toutes les manières de jouer qui peuvent se retrouver dans Arcaea. Donc, franchement, en plus, t'as mon compte Switch, Néo, donc essaye, hein. Franchement, je t'encourage vraiment à l'essayer. Voilà. Et je vous encourage, vous autres, à l'essayer aussi. Sachez que si vous voulez l'essayer comme ça et que vous n'avez pas forcément envie de claquer de la thune, il y a une version gratuite qui est disponible sur smartphone, avec des musiques qui tournent, hein, je crois. Il y a un système de roulement. Ouais, on peut à la voix. Ouais, je crois. Hein. Et puis après, tu peux acheter des packs. Et si tu achètes tous les packs de jeux, ça revient à plusieurs centaines d'euros, je crois. Donc 40 balles, c'est pas mal en fait. Hein. quand tu mets en perspective combien ça coûte sur smartphone. Bah en fait, moi ce qui me fait un peu bizarre, c'est que les jeux de rythme, comme ça, classiques, on va dire, enfin dans le sens, beaucoup de musique et un gameplay qui reste à peu près, je vais pas dire sans surprise, mais on sait à quoi on s'attend, bah ils valent tous 30-40 balles en fait. Et je sais pas pourquoi. Genre à chaque fois on se dit ouais non c'est un peu cher 30-40 balles alors que ça les vaut et alors que ça change pas des autres. Enfin c'est un prix standard je trouve 40 balles pour un jeu de rythme. Ouais. Bah, effectivement, plus je joue, plus je me dis, mais en fait, je comprends pas pourquoi on dit que c'est cher pour un jeu de rythme. Mais je pense que je sais pourquoi. C'est parce que on est tellement abreuvé de jeux open source de rythme, qui sont eux complètement gratuits et qui ont des milliers et des milliers de niveaux créés par la communauté, que tu dis que quand c'est un jeu qui est fait par une vraie équipe de développement qui a vraiment investi du temps et de l'argent précisément dans ce jeu, eh ben tu perds un peu tes repères, je pense, économiques notamment, pécunier. Ouais, je pense que c'est notamment partant de là, en fait, quand tu vois que t'as Stepmania, Eterna, Osu, Cloniro, qui sont totalement gratuits, sans compter en plus tous les jeux sur émulateur que tu peux avoir. Et du coup, ouais, tu te dis, putain, raquer 30-40 balles pour un jeu de rythme où il y aura moins de musique que sur un jeu de musique où je peux en avoir à l'infini, ça fait mal, quoi. Mais c'est juste c'est pas le bon prisme, en fait, je pense, d'interprétation et d'analyse de la chose. À l'origine, les jeux de rythme, c'est quand même en arcade que ça se jouait, en fait. Et du coup, là aussi, le modèle économique était complètement différent. Enfin, c'est super dur, en fait, de déterminer quel devrait être le prix d'un jeu de rythme. Et à partir de là, moi, je me dis que c'est déjà moins cher qu'un jeu pas de rythme, en fait. 40 balles, 30 balles, c'est quand même des triple A de rythme. Ce qu'on nous sert, c'est pas des petits jeux un peu pétés, comment il s'appelait le jeu sur Switch là. Il y avait une trilogie de jeux sur Switch où c'était du Piano Tiles, mais un peu nul. Chopin, je crois, ou un truc comme ça. Ou Frédéric. Celui-là, il coûte peut-être 2 balles, je crois, ou je sais plus quoi. 2 euros, je crois. Ouais, ouais. Et mais c'était pas ouf, quoi. Ouais, franchement, essayez des triple A de rythme. Je vous jure que c'est incroyable. C'est vraiment, si vous êtes amateur, bien sûr, du genre de musique et du jeu. Parce que oui, il y a aussi cette prise de risque, en fait, de te dire, mais est-ce que je vais aimer les musiques ? Aujourd'hui, il y a tellement de musique. Genre, je pense à Muse Dash, à Voez. T'as un peu de tout. Non, il n'y a pas de tout. Genre, t'as pas de musique savante, t'as pas de rap, t'as pas de rock, t'as pas... Oui, c'est vrai, mais dans le catalogue, c'est quand même assez diversifié. Je pense pas que... Ouais, mais c'est extrêmement japonais. Je sais pas, franchement, il y a... Je suis pas trop d'accord là-dessus. Bah si, quand même, les 80% du truc, c'est de l'électro qui est plus dans une tendance, dans une mouvance japonaise. T'as des sonorités, t'as les chants, t'as la voix, t'as les paroles, bien sûr. Je sais pas, Muse Dash, j'ai pas trop l'impression, tu vois. Genre, c'est peut-être parce que je fais les packs à leur sortie, et que du coup, des fois, il y a des packs qui ont différentes sonorités, mais j'ai pas l'impression que ce soit tant que ça. Il y a différentes sonorités, mais quand même, genre, tu te rends bien compte que c'est pas de la musique, je sais pas, c'est pas de la musique qui nous vient d'Afrique, ou d'Europe, ou d'Amérique. Peut-être pas tout, je sais pas, faudrait que je revoie le catalogue, Dans la majorité, oui, je me dis que ça va, c'est japonais, tu vois. Mais... Après, oui, il y a des exceptions, hein, ça d'accord. Mais des exceptions, j'ai l'impression que dans Muse Dash, il y en a pas mal quand même. Mais après, en général, si t'aimes les jeux de rythme, à part si c'est des jeux de rythme qui se penchent sur des bandes originales de jeux, par exemple, donc là je pense évidemment à Melody of Memories, à Theatre Rhythm, ce genre de trucs, c'est généralement de la musique électronique parce que ça s'y prête extrêmement bien. C'est toujours des tempos, des pulsations très marquées. Ouais, c'est extrêmement propice au jeu de rythme, en fait, la musique électronique qui fait boum boum. Donc,
Ça se comprend, en vrai. Voilà, eh ben, on a mis 30 minutes pour les jeux du moment, Néo. Voilà. Donc voilà, on a fini si tu n'as rien à ajouter. Non, c'est bon. Eh ben parfait. Les jeux du moment, c'est bien, mais les jeux sortis avant, c'est mieux. Du moins, c'est ce que je dirais si j'étais un vieux con. Bienvenue dans la rubrique Jeux de l'année. Aujourd'hui, c'est 1995, mais étant donné que, comme dit avant, on a fait un bond de 10 ans, laissez-moi quand même dresser un top 10 pour chaque année entre 85 et 95. Dans cet épisode, on fera juste 86 et 87, et on poursuivra dans le prochain Kounet. Laisse-moi faire, Néo, tu ne m'empêcheras pas. Non, tu me rends cette feuille, tu n'oserais pas la déchirer. Non, comment tu peux? En plus, c'était pas une feuille, c'était mon ordinateur. Oh bah putain, comment t'as déchiré si facilement un écran d'ordinateur? En plus, c'était un écran cathodique, mec. C'était de la force. Bon, eh ben, toi, t'en as pas fait, mais moi, j'en ai fait un. Parce que tu savais pas, du coup. Bah oui, bah non, il m'a pas prévenu. Non, mais je sais, c'était exprès. Super. Voilà, donc, mais c'est pour qu'on puisse en discuter. J'ai essayé de faire un espèce de top 10 objectif. C'est qui est complètement débile, mais comme ça, on pourra en parler. Tu me diras, mais non, ta gueule, et voilà. Ok, est-ce qu'il y a Sonic Sonic 3 et Knuckles. Sinon, c'est pas en top 10. Voilà. Et ben voilà. Ok, je vais parler objectivement de pourquoi Sonic et Knuckles c'est trop bien. Les cinématiques. Attends, 86 ou 87? Oh non, ça c'est 94. Mais putain. Évidemment qu'il y est pas, du coup. Ah oui, non, oui. Oh là là. Eh ben, tant pis. Eh ben, je fais du foreshadowing. Du foreshadowing? Non. Shadow, c'est en 2001. Non. Si. C'est en 94. Non. Je sais pas, apparemment, on a tous les deux des problèmes avec les dates, alors, hein, voilà. Eh ben, super. Alors, top 10 de 1986, j'ai mis en 10ème position Zombie, qui a eu droit à son remake sur Wii U, là, avec Zombie U. Arrête, il était bien, le premier Zombie. C'était un espèce de jeu de survie, t'avais 4 personnages, tu sais, c'était sur le bas de l'écran, t'avais leur barre de vie et tout. Et bah, du coup, c'était un jeu de survie, pareil, mais un peu, je crois qu'il y avait un air de dungeon crawler, genre, c'était rigolo. J'ai pas beaucoup joué parce que ça a quand même un peu vieilli. Mais non, c'était sympa. C'était vraiment... Et puis, même si ça vaut pas Zombie U, bien sûr, hein, mais là, c'est un autre débat. En vrai, j'ai pas fait Zombie U, j'ai que fait Zombie, mes remakes. Mais du coup, c'est super chiant parce que... Genre, Zombie U, c'est bien parce qu'il s'appelle Zombie U, donc tu sais que c'est un remake ou une suite, comme tu veux. Mais si tu renommes Zombie, bah... Donc sur PS4, j'ai fait la version PS4, moi. Et bah, c'était pas très bien. Faudrait que j'essaie la version Wii U, j'ai l'occasion de la faire en plus. Bah ouais, apparemment, elle est pas si mal. Bah apparemment, le seul truc bien dans Zombie U, c'est que ça exploite la Wii U. Et du coup, si tu fais Zombie, bah ça exploite rien. C'est ça. Parce que sans le Wii U Gamepad, bah tu peux pas en fait checker ton sac à dos tout en restant dans le jeu. Tu peux pas baisser les yeux pour regarder dans ton sac. Ouais, c'est dommage. En 9ème place, j'ai mis Kid Icarus, parce que c'est putain de chaud sa race, ce jeu. Ouais, il est dur. Mais c'est trop cool. Donc, en tout cas, c'est genre déjà la plateforme ascendante, je trouve ça rigolo. J'adore le principe, tu sors d'un côté de l'écran, tu t'arrives dans l'autre. Mais oui. Ça aussi, c'est complètement repris de Pac-Man. 8ème place, un jeu d'arcade, puisque j'ai mis Fantasy Zone. Jamais fait. C'était rigolo, ça. J'ai pas énormément joué, mais j'ai joué dans Yakuza, bien sûr. Dans Yakuza 0, je crois, hein, ou Kiwami 2. Non, c'est 0. Mais c'est pas le 2 dans Yakuza 0? Je sais pas. Non, je crois pas, non, c'est Fantasy Zone. Ah oui, c'est celui-là, oui, non, je pensais à un autre jeu. Je pensais à... Ah, tu pensais attends. Oui, je vois. Attends, comment il... Pas Fantasy Star. Mais ouais, Fantasy Zone, je l'avais essayé sur 3DS. Parce que je crois qu'il était ressorti dessus en 3D. Ou alors c'était Fantasy Zone 2 pour le coup, je sais plus. C'était chouette comme shmup. On adhère ou pas à la DA, bon, moyen, mais quand même, il y avait des trucs chouettes. Donc voilà, j'avais bien aimé essayer de scorer sur Yakuza 0. Voilà. Le numéro 7, j'ai mis Ghost and Goblins parce que bah, c'est super beau, tout ça machin, mais c'est super chaud là encore. Et puis c'est un peu l'un des premiers instigateurs, dirons-nous, assumés du Die and Retry. J'avais pu le faire du coup sur le truc sur Switch, là, la console virtuelle, je sais plus comment ça s'appelle. Numéro 6, j'ai mis Outrun parce que bah, là pour le coup j'ai bien tryhard, j'ai eu du mal à le dire, sur Yakuza 0. C'est chouette Outrun, en vrai, j'aime beaucoup le premier. J'ai aussi celui de Outrun 2006, je crois qu'il s'appelle, sur PS2. Lui, j'ai passé moins de temps dessus. Va savoir pourquoi. Je sais pas si t'as eu trop l'occasion de les faire, les Outrun. J'ai testé le premier, mais sinon, non. Ouais, pour la culture, quoi. Voilà, pour la culture, c'est ça.
5ème place, Castlevania, évidemment, même si, c'est compliqué, hein. Mais, ouais, non, il y a des trucs très chouettes, voilà. Il a quand même lancé une des séries les plus cultes de l'histoire des jeux vidéo, donc voilà, on peut, je pense, pouvoir lui rendre quelques lauriers. 4ème place, Super Mario Bros 2, donc celui qui a été renommé chez nous The Lost Levels. Lost Levels, ouais. J'allais t'engueuler si tu le mettais pas dans le top. Quand même, mec, voilà. Faut vraiment le faire une fois qu'on maîtrise le 1, en fait. C'est pas un jeu, faut pas commencer par le 2, parce que sinon tu perds tout le truc, mais c'est vraiment juste l'expérience du 1, mais prolongée de manière, en fait, à te mettre au défi. Une fois que t'as compris, en fait, les enjeux et la manière de maîtriser le personnage et le jeu en général, en fait, et que t'as compris comment marchait le jeu, là, on te met un cran au-dessus et on te dit, ok, ce jeu est pour toi. Mais du coup, ouais, c'est compliqué de commencer par celui-là si vous voulez vous mettre à Mario Bros. Donc c'est pas la bonne idée, quoi. Je sais pas si t'as quelque chose à dire dessus aussi, Néo. Non, j'ai beaucoup aimé celui-là. À part le fameux champignon empoisonné, Ah putain. qui a trouvé son origine dans ce jeu et qui revient assez souvent dans les Super Mario. Superbe origin story. Donc 3ème position, on disait Dragon Quest. En vrai, je l'ai pas fait. Mais genre tout le monde dit que c'est trop bien. Bon, je l'ai pas fait, mais en même temps, je le mets en 3ème position parce que il a quand même été le premier de son genre du JRPG. En tout cas, le premier qui a repris les codes qu'on connaît encore aujourd'hui et qu'on réutilise aujourd'hui encore. Donc le tour par tour. Bon, techniquement, le tour par tour existait avant, mais dans l'esthétique, dans la manière dont c'est représenté, dans la manière dont les stats étaient gérées, dont le scénario était mis en avant, tout ça, et c'est vraiment ce qui a perduré, en fait, même si c'est reproduit mais amélioré, on trouve la racine du truc ici dans Dragon Quest, et donc c'est trop important pour l'ignorer, quoi. Bon, et puis tant qu'on parle d'instigateur d'un genre, là les deux derniers, évidemment, numéro 2, Metroid. Ai-je besoin d'en dire plus? C'est assez fantastique, Metroid, et encore aujourd'hui, la sensation de se perdre est extrêmement puissante. Peut-être même qu'elle est plus aujourd'hui, parce qu'on n'a plus l'habitude de nous larguer comme ça autant dans un jeu vidéo. Je crois que c'est ce que tu me disais justement, Néo. C'était un truc qui t'avait rebuté, parce que du coup, t'avais très peu de repères, mais que du coup, ça poussait d'autant plus tout le délire autour du fait que t'es paumé dans la planète, quoi. Après, j'ai du mal avec la formule Metroidvania tout court, en fait. Donc... Ouais, mais là, c'est pas un Metroidvania, c'est un Metroid-like, Néo. Oui, c'est un donc, Metroid. c'est Metal Gear 2 que j'aime beaucoup en termes de Metroidvania. Enfin, non, de Metroid-like. Alors, Metal Gear Solid a essayé de reprendre la formule, mais je pense que c'est un peu trop linéaire pour vraiment qu'on puisse le qualifier de Metroid-like. Donc, non, par contre, le premier Metal Gear, c'était encore dans les prémices du délire, donc c'est plus compliqué à dire. Mais Metal Gear 2, je trouve qu'il y avait un bon équilibre en fait entre avancer, aller vers l'avant et récupérer des cartes clés qui te permettaient de revenir en arrière, de débloquer des nouveaux trucs et tout. Donc ça c'était chouette. J'avais bien aimé dans Metal Gear 2. En plus c'était bien foutu. Enfin, Metal Gear 2 c'est trop bien de toute façon. J'en reparlerai le jour où l'année Attends, c'est 90 Metal Gear 2 je crois. Et donc numéro 1 de 86, Zelda, voilà, bon. Enfin... alors, tu n'as pas cité Arkanoid. C'est vrai, j'aurais pu le mettre, mais je savais qu'il sortait cette année. Mais bon, j'ai choisi d'autres jeux. Ni Bubble Bobble. Ouais, je sais. J'ai dû faire des choix. Mais voilà, tu fais bien de les citer, parce que ça reste des jeux aussi assez cultes dans l'histoire du JV. 87, du coup, le top 10 aussi, voilà, et après on pourra passer au jeu de 95, hein, rassurez-vous. Donc, déjà dans le top 87, sachez que je n'ai pas mis Castlevania 2 et que je n'ai pas mis Street Fighter 1. En revanche, j'ai quand même mis... Alors, j'étais un peu à court, en fait, parce qu'en 87, bon... attendez. Ah oui, j'ai mis que... Ah non, j'ai mis 9 jeux japonais et 1 jeu anglophone, voilà. En même temps, bon, à l'époque... si tu jouais sur console plus que sur micro-ordinateur, j'ai pu jouer à très peu de jeux en fait, donc alors que sur émulateur console NES, là. Donc numéro 10, figure-toi que j'ai mis Megaman 1, un peu par dépit, mais surtout parce que je pense que j'ai loupé en fait. Enfin, à l'époque ça devait être ouf, mais c'est juste que maintenant je peux plus juger Megaman 1 pour ce qu'il valait à l'époque. Donc évidemment je le mets parce que c'est quand même devenu culte, là encore une licence incroyable, donc voilà, il mérite quand même sa place, je pense, là-dedans. Mais je le mets en 10ème position parce que j'aime vraiment pas ce jeu. Mais c'est juste que je l'ai fait trop tard, quoi. Toi, je sais que tu l'adores, Néo, mais voilà. Ouais, de fou, j'adore le Megaman 1, ouais. Mon jeu préféré, Et comme Zelda 2, en fait, en 9ème position. Je sais que t'es un grand fan. Zelda 2, en vrai, ça va. Oui, Franchement, ça va, je l'aime bien. Hein. Il est pas aussi pété que tout le monde le dit, mais il est vraiment de ça des standards de la série, je trouve. Ouais, mais il a son truc, il a son charme. Franchement, il est très en dehors des autres et je trouve qu'il vaut le coup par rapport à ça. Au moins de l'essayer. Ouais, l'essayer, ouais, ça peut être cool. Mais il a plus tendance à... Attends, je baille.
Je trouve qu'il a plus tendance à échouer en fait dans ce qu'il tente. Même s'il tente, c'est déjà bien. Je préfère un jeu qui tente et qui rate qu'un jeu qui tente rien. En 8ème place, Punch-Out. J'y ai peu joué, hein, celui sur NES, mais c'est sympa quand même Punch-Out. Donc voilà, je le mets parce que c'est rigolo quoi. C'est rigolax comme on dit. Donc voilà, j'ai rien à dire dessus. 7ème place, Double Dragon, parce que beat 'em up, tout ça, c'était culte, blablabla. 6ème place, Fantasy Star, parce que c'est là aussi une licence qui est devenue assez culte, surtout à partir de Fantasy Star Online. Mais c'était déjà pas mal dans le haut du panier. Attends, Fantasy Star, c'est Capcom ? Je sais pas du tout. Il me semble, mais je suis pas sûr. Bon, sinon, du côté de Konami, 5ème place, Contra, évidemment, parce que Contra, c'était chouette quand même. Hein. J'avais joué et ça a pas si mal vieilli, en vrai. Alors, les sensations de tir sont chouettes, ça répond bien et tout. C'est niveau jeu d'arcade, c'est ultra dur, évidemment, parce que c'est Contra et c'est un jeu d'arcade, donc voilà. Mais pour l'essai, qui sera renouvelé à plusieurs reprises, j'avais beaucoup aimé Contra. Enfin, beaucoup. J'avais bien aimé Contra. Voilà. 4ème position, Maniac Mansion, bien sûr. Voilà, le seul jeu états-unien, en l'occurrence, anglophone de la sélection. Tu les avais fait, toi, les Maniac Mansion ? Pas du tout. Je connais le nom, mais là, je suis même pas sûr de voir ce que c'est. T'as même pas fait le 2 Day of the Tentacle ? Ah, je vois un peu plus ce que c'est là, du coup. Parce que, en général, les gens les plus jeunes en tout cas, ont plutôt fait Day of the Tentacle plutôt que le 1. Tu vois, Day of the Tentacle, ça me parle plus que Maniac Mansion. Ok. Du coup, c'est la suite de Maniac Mansion. Ok. Ouais, non, Maniac Mansion, tu devais échapper à une... Non, attends, En fait, t'avais une personne, je crois, qui se faisait capturer dans une maison, et du coup, tu devais la sauver. Et c'était du die and retry, en fait, mais point and click. Et c'était peut-être même un point and clock, en fait, maintenant que j'y pense. Tu sais, tu te rappelles le truc où c'est un point and click en temps réel ? Bon Ouais, le fameux, le meilleur genre. Exactement, le meilleur des deux mondes. Et il y a moyen que ce soit ça. Mes souvenirs sont assez lointains, mais c'est possible en vrai. Bon, c'était sympa. Après, bon, ça a bien vieilli parce que c'était encore les trucs où t'avais 30 000 options différentes en fait à sélectionner et ensuite à cliquer sur l'objet. Genre si tu voulais ouvrir la porte, fallait bien cliquer sur ouvrir et pas prendre, par exemple. Voilà, il y a des trucs, c'est plus très clair aujourd'hui, mais dans l'ensemble, c'était rigolo en plus. Voilà, c'était la belle époque LucasArts. Donc, ouais, mon écran vient de s'éteindre. Voilà. Numéro 3, évidemment, Néo, tu ne pourras que me prier tous les soirs pour avoir fait ce choix. Ancient is Vanished. Ah bah oui. Bon, alors du coup, c'est pas cette version que j'ai fait, donc ça se trouve, elle est moins... Non, je crois qu'elle est bien aussi quand même. C'est le même gameplay en tout cas. Ouais, mais genre pas tant que ça. Genre par exemple le boss final il est plus simple parce qu'il est plus adapté. Ouais, mais tu sais, il y a une super strat pour battre le Oui, la diagonale. boss final de Is1. Ouais. Ouais. Et la chance aussi. Et en vrai, la diagonale, c'est complètement pété. Hein. Ça marche trop bien. Ah ouais, parce que du coup j'ai pas essayé, donc moi je suis allé en mode bourrin. Ah moi je faisais que mourir en boucle et puis je suis allé en diagonale. Ah d'accord. Je l'ai explosé. Je pense pas refaire le jeu un jour, mais si un jour je refais le jeu, j'essaierai, ma foi. Numéro 2, Metal Gear. Hein. Bon Je m'attendais à ce que tu le mettes numéro 1 en vrai. Donc. Ah, même pas. Non, parce que non, tu verras, le numéro 1 c'est clair, c'est aussi évident, mais c'est évident pour encore plus de monde, je pense. Non, Metal Gear, parce que il a inventé... Bon, déjà, c'est l'inventeur du jeu d'infiltration, c'est pas mal. En plus, il a popularisé énormément de trucs qui restent dans la série des Metal Gear en général, même si, en lui-même, il a très très mal vieilli, et c'est compliqué de le faire aujourd'hui, c'est même... En fait, c'est pas intéressant de le faire aujourd'hui, sauf si tu veux vraiment voir les débuts de la série. Mais même si tu veux voir les débuts de la série, en vrai, je te conseille Metal Gear 2 parce que Metal Gear 2 ça a tellement bien vieilli, mais c'est ouf, c'est trop bien Metal Gear 2 encore aujourd'hui. Ouais, tu regardes un résumé de Metal Gear 1, ensuite tu fais Metal Gear 2 et après tu pars sur tous les Metal Gear Solid et puis là c'est la fête. Ouais, non, vraiment Metal Gear 1 c'est une bonne base, mais non, c'est plus une si bonne base justement, alors que Metal Gear 2 c'est assez incroyable. Mais je devais quand même mettre le 1 dans la liste. Kourou Challenge, faire un top 10 sans mentionner Metal Gear 2. Oui, Gorashi. Ouais. Attends, vivement qu'on y arrive. Hein. Ah, vivement 2002. Hein. Et donc en top 1, j'ai mis Final Fantasy. Voilà, parce que pour le coup, ça parle à plus de monde, je pense. Oui, et puis vraiment, le twist de fin, même s'il ne fait aucun sens, est quand même osé. Genre, tu t'attends pas à ce qu'il y ait cette fin, en fait, à une histoire si classique. Même si elle ne fait aucun sens et qu'elle est complètement débile. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, pour 87, j'ai pas de jeu. Ouais, tu vois, moi aussi j'ai galéré à trouver des jeux parce qu'en 87, il y avait pas tant de trucs en fait. Je vois Leisure Suit Larry, ouais, mais c'est pas vraiment une bonne idée, quoi. Et bon, voilà, maintenant que vous êtes prêts à vous accorder à dire que mes tops sont nuls, passons à 1995. 2 jeux chacun, c'est parti. Néo, tu veux commencer ou je commence ? Oui. Ok.
Alors, je vais commencer et en plus, je vais faire des mentions honorables parce que monsieur veut faire un top 10. Ah, mais fais donc. 1995, ça a été une très bonne année. Jeux vidéo, surtout si vous êtes fan de platformer comme moi, vous avez des gemmes qui sont sortis, y compris Chrono Trigger qui n'est pas du tout un platformer mais qui est un RPG cultissime de la SNES que je n'ai toujours pas fait, mais qui est dans ma to-do list, clairement. Mais aussi, on a eu droit à Yoshi's Island, Ouais. donc la suite de Super Mario World, qui est magnifique, vraiment qui est super beau comme jeu, et qui est trop bien à jouer, très différent, et je pense que c'est un des Mario les plus grand public, dans le sens où à peu près n'importe qui peut commencer à y jouer. C'est pas trop dur, ça propose quand même un peu de défi, et c'est long comme jeu, il est super long, Yoshi's Island. Il y a aussi eu Donkey Kong Country 2, Ouais. qui est mon Donkey Kong Country préféré. Parce que c'est pas la difficulté infernale du 3, mais ça. Quoique le 2 et le 3 sont compliqués quand même. Non, je crois que c'est le 2 qui est plus. Attends. Je sais plus. Je sais plus lequel est le plus dur. Je sais qu'un des deux est super dur. Bon, je sais pas. On va éclipser le point de difficulté. Mais c'est un jeu qui a le gameplay du premier, mais la lourdeur de Donkey Kong en moins, étant donné qu'on joue Diddy et Dixie, il me semble que c'est son nom, Dixie. Et du coup, on peut planer et on peut courir à fond. Ça rend le jeu beaucoup plus fluide. Et c'est un jeu que je vous recommande. De toute façon, je vous recommande tous les Donkey Kong Country, ils sont tous excellents. Et pour finir, on a eu un jeu que je n'aime pas, mais qui a été celui qui a lancé ma franchise de jeux préférés, donc le premier Rayman, qui est sorti cette année-là. Et qui a un level design affreux. Rayman est super lourd à contrôler, mais c'est super beau. Il y a un petit peu d'humour assez sympathique. Et puis, il a un excellent remake qui s'appelle Rayman Redemption et que je vous invite tous à faire. Mais je n'ai choisi aucun de ces jeux pour 1995. J'ai choisi deux jeux qui me faisaient un peu deuil, que je savais pas trop quand j'allais les faire en fait, et ça a été l'occasion. Le premier étant Ristar. Ristar, c'est un jeu Mega Drive qui transpire d'ailleurs le jeu Mega Drive et dont les fans de Sonic sont très friands aussi pour une raison que j'ignore parce que ça a rien à voir avec Sonic pour le coup. Y a pas des gens qui ont bossé sur les deux jeux? Ça doit être ça, ça doit sûrement être ça. En tout cas, il y a une vibe qui se dégage du tout qui est un peu similaire. Bah d'ailleurs, OST visuel, hein, très sympa. Première chose que j'ai remarqué au jeu. La DA, je la trouve franchement cool. Déjà, le personnage principal, qui est une jolie petite étoile. Franchement, il y a un mood Sonic sur son design. Par contre, le jeu, j'aimais plus de réserve. Le gameplay est sympa, bien que ce soit très lent. Le moveset, par contre, il peut être très intéressant en ça qu'on peut sauter et attraper des objets. Genre, on a nos bras qui s'étendent et que ce soit pour ramasser un ennemi puis le jeter, ou alors attraper des rebords de plateforme ou se balancer contre d'autres plateformes, ça peut être très sympa. Mais par contre, what the fuck, la courbe de difficulté, genre. Premier monde, c'est tranquille, deuxième monde, ça va. Le troisième, tu sens qu'il a peur que tu gagnes, hein, le jeu, il veut pas. Et le quatrième, c'est un calvaire. J'ai vraiment pas eu le courage, malgré les 10 continues, malgré les vies, tout ça, je me suis arrêté au quatrième monde parce que tu dois ramasser des objets, puis les jeter au loin, toi te balancer sur une espèce de pilier qui te fait aller plus loin, sauf que tu dois te rebalancer sur un pilier derrière parce qu'il y a des pics qui te butent. Mais, problème, l'objet que tu as lancé juste avant, il est sur ces pics, donc il faut que tu attrapes l'objet, que tu le lances plus loin, et puis que tu te rattrapes sur le pilier devant toi, et tu fais ça plein de fois. Et vu que les contrôles sont assez imprécis des fois de temps en temps, parce que tu gères tout à la croix directionnelle et que bah c'est chaud, clairement c'est chaud. Bah du coup c'est trop dur. Vraiment c'est trop dur de nous balancer ça comme ça. Donc j'irai pas jusqu'à recommander Ristar ou alors les premiers niveaux si vous voulez voir le concept, mais vous allez plus vous énerver qu'autre chose et c'est un peu trop frustrant à mon goût. Mais deuxième jeu, et là j'ai été très agréablement surpris par le deuxième jeu, J'espère que t'en as pas pris le même. c'est, attention, Sega Rally Championship. Ouf! Voilà. Alors, Sega Rally Championship, déjà c'est un jeu de rallye, donc ça m'intéressait beaucoup, mais c'est surtout que cette année, on a eu, comme toutes les années, la SAGE, donc qui est une convention de jeux de fangame Sonic, mais aussi de jeux originaux, parmi lesquels on avait un début de remake de Sega Rally Championship, qui s'appelait Overjump Rally. C'est ce qui m'a poussé du coup à choisir Sega Rally Championship, parce que Overjump était
assez cool, pour le peu qu'il proposait en tout cas. Du coup, j'ai joué sur la version Saturn. Alors, faut savoir que c'est un jeu d'arcade qui a été mis sur console. Et ça se sent clairement dans toute la présentation, dans absolument tout. Parce que c'est un jeu qui a très peu de contenu. Très peu, j'entends 3 pistes. Et 2 voitures qui ont 2 modes différents, donc automatique et manuel. Par contre, c'est un jeu qui a une formule très 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 cool. Parce qu'on peut faire bien évidemment le contre-la-montre et la course unique, mais on peut aussi faire le championnat. Et la formule du championnat, ça va faire qu'on va faire un tour de chaque piste. Sauf que notre classement par rapport aux autres, aux IA, va être sauvegardé. C'est-à-dire qu'on va commencer 15e. On va, mettons, doubler 4-5 personnes sur la première piste. Et du coup, la deuxième va commencer sur ce classement-là. Et du coup, le but, c'est de dépasser le maximum de personnes avant d'avoir fini la troisième piste. Ah, d'accord. Et donc la rejouabilité, du coup, elle est incroyable parce que la première fois, le jeu étant quand même assez compliqué, j'ai terminé 5e, puis la deuxième fois, terminé 4e, etc. J'ai fini jusqu'à second, j'ai arrêté après. Mais du coup, ouais, c'est extrêmement addictif, t'as constamment envie d'aller plus loin, de battre tes records, tout ça. Franchement, je trouve ça génial. Alors, il y a aussi un mode de joueur que j'ai pas pu tester par manque de second joueur. Et puis, il y a un dernier argument qui est absolument phénoménal. L'écran de Game Over, quand vous terminez une partie, il est tellement connu, mais je savais pas qu'il venait de là. C'est genre le Game Over Yeah. Ah non, je l'ai pas. Game Over Yeah. Ah, Celui-là. ça me dit vaguement, mais... C'est un mème, c'est devenu un mème. Tu l'as sûrement entendu. Et ben, il vient de là. Du coup, j'étais trop content de voir ça. Voilà. Et bah, c'est mes jeux de 95. À toi, du coup. Bah oui. Alors, moi, j'aurais pu choisir, évidemment, Gabriel Knight 2, mais je ne l'ai pas fait, parce que j'en ai déjà parlé, écoute, voilà, c'est... j'aurais pu parler de Virtua Fighter 2, encore une fois, j'en ai déjà parlé, et du coup, j'aurais pu parler de Star Wars Dark Forces, j'en ai déjà parlé. Du coup, j'ai décidé de parler de 2 autres jeux, à commencer par Mario Picross. Oh, mais oui. J'ai même pas pensé. Tu vois, j'avais peur que tu le prennes du coup. En plus, j'y ai joué. Bah oui, c'est pour ça. Mario Picross, c'est dispo sur Switch si vous avez un abonnement classique, disons, online. Parce que vous savez, il y a le palier d'abonnement avec la N64 là, qui est à 40 balles ou je sais plus quoi, n'importe quoi, bref. Mais le online, pour faire du Picross sur sa Switch, c'est quand même super cool, hein, parce que Mario Picross passait très très bien quand même. Oh. Attends juste, par contre... Allez là, pour ma blague. J'ai effectivement la ref. Voilà, et c'est super connu. Bref, Mario Picross, oui, c'est du Picross, donc voilà, j'ai pas grand chose à vous apprendre. Hein. Vous faites du dessin en fait à partir d'informations qui vous sont données sur le haut et sur la gauche de l'écran. On vous donne des chiffres ou des nombres, et ça signifie en fait le nombre de points qu'il y a à placer sur chaque ligne ou chaque colonne. Si par exemple on a un 7 et qu'ensuite on a un 2, ça veut dire qu'il y a au moins une case de vide entre le 7 et le 2. Et donc à partir de là, il faut déterminer en fait où se place quoi. Tout n'est que déduction. Et c'est extrêmement satisfaisant. Je pense que c'est mon jeu papier préféré, mais en l'occurrence c'est pas sur papier, mais je veux dire, j'entends par là Sudoku ou Binero, voilà, ce genre de truc. Ou mots fléchés, mots croisés, ce que vous voulez. Le Picross, c'est ce que je préfère. Mais tu sais qu'un jour j'ai calculé le nombre d'heures que j'avais sur des jeux Picross. Vas-y. Plus de 300. Ouais, hein, ça m'étonne même pas. Mais je pense que je dois pas être loin de là. C'est tellement ultra addictif ce truc. Mais oui, c'est extraordinaire. Et encore, moi je peux pas calculer le temps que j'ai passé sur des Picross papier. Picross papier qui s'appelle Logimage. Logimage, oui. Oui. Et moi je parle que des jeux de Steam parce que des jeux 3DS Picross, ouais, c'est ça. Pas mal aussi. Ouais, c'est quand vous plongez dedans, quand vous plongez dedans, on a du mal à en sortir. Hein. Mais c'est jamais envahissant. Tu fais ça par petites sessions, à droite à gauche. Tu fais une grille ici et là, t'es même pas obligé de la finir. Donc, oui. C'est trop cool. C'est vraiment, quand je sais pas quoi faire, ou le soir, avant de lire un peu pour me coucher ou quoi, je fais une petite partie de Picross et puis c'est cool, j'aime bien, et voilà. Alors, du coup, j'ai choisi un second jeu qui, lui, est beaucoup moins dans la détente, puisqu'il s'agit de Castlevania Vampire's Kiss. Alors, Castlevania Vampire's Kiss, qui est le nom occidental de Castlevania Dracula Cross, qui est le remake un peu repensé pour la SNES de Castlevania Rondo of Blood, sorti sur PC Engine. Raison pour laquelle le remake PSP s'appelle Castlevania Dracula Cross Chronicles.
Chronicles parce qu'il contient aussi Symphony of the Night, qui est la suite de Rondo of Blood, et qui s'appelle en fait au Japon Castlevania Dracula Cross Nocturne in the Moonlight. Et non, c'est pas le nom d'un jeu de danse Persona. Et donc voilà, si t'as tout compris, Néo, félicitations. T'aimes bien faire des trucs comme ça avec des noms, des jeux qui ont 30 milliards de noms. Mais oui, mais c'est trop bien. Mais moi j'adore. Alors parce que c'est très simple à comprendre en vrai quand tu écoutes. Mais en fait, je le dis vite et du coup on comprend pas. Non, c'est juste que genre, en fait, c'est très simple. T'as Rondo of Blood qui est sorti sur PC Engine. Ensuite, il est ressorti sur SNES, il s'appelle Castlevania Dracula Cross. Et bah juste en Occident, on l'a appelé Vampire's Kiss. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Et donc, il s'appelle Dracula Cross, et donc sur PSP, le remake, il s'appelle Castlevania Dracula Cross Chronicles. Et Chronicles, c'est parce qu'il y a aussi Symphony of the Night, et Symphony of the Night, c'est la suite de Rondo of Blood, et Symphony of the Night, en fait, au Japon, il s'appelle Dracula Cross Nocturne in the Moonlight. Voilà, qui est extrêmement plus stylé que Symphony of the Night. Tout ça pour dire que c'est trop bien. Bon, c'est compliqué, hein. Du coup, j'ai pu faire la version PC Engine, PSP et SNES. Je préfère la version PC Engine, mais elle n'est pas sortie en 87, donc en 95. Donc voilà, j'ai plutôt choisi Vampire's Kiss, mais c'est plus une excuse pour pouvoir vous parler du jeu que j'ai vraiment aimé. C'est extrêmement dur comme jeu, donc, mais les musiques sont trop cool. Visuellement, c'est super beau, contrairement au remake qui est en 2.5D sur PSP, qui c'est pas très beau. Mais vu qu'il y a 2 jeux dessus, et en plus c'est sur PSP, et en plus tu peux débloquer la version PC Engine donc c'est en fait jouer à la version PSP quoi, c'est celle qui a tous les avantages. En plus il y a plein de bonus et tout. Donc ouais c'est ça quand même. Mais ouais non t'as une assez forte rejouabilité parce que tu peux jouer Maria ensuite derrière. Je crois qu'elle s'appelle Maria. Enfin il y a plein de trucs en fait trop cool dans Vampire's Kiss, enfin dans Dracula Cross, dans Rondo of Blood. Ouais le gameplay est ultra rigide mais ça marche bien quoi. Enfin c'est jamais trop injuste. Tu sais pourquoi tu meurs, c'est juste parce que t'as pas assez appris le gameplay. Et tu vois, contrairement à un Megaman par exemple, il y a rarement des moments où juste tu te dis putain, c'est la faute du jeu si je suis mort, quoi, j'aurais pas pu le savoir. Là, quand tu joues, tu te dis juste ok, il faut que j'apprenne à mieux maîtriser les contrôles, et une fois que je saurai comment appréhender la situation, je pourrais m'en sortir, quoi. Il n'y a pas de facteur chance qui entre en compte ou quoi. Et ça, c'est ultra plaisant. Après, pour aujourd'hui, je vous conseille quand même d'utiliser les sauvegardes rapides. Si vous jouez sur émulateur, bien sûr. Parce que ça reste plus agréable quand même. Il y a plus énormément d'intérêt à mourir 30 000 fois avant d'accéder au boss, de se faire refaire péter la gueule et de recommencer 30 000 fois avant de nouveau accéder au boss. Donc ça peut être une expérience vachement cool, mais faites en sorte de pas de pas vous gâcher le jeu. Enfin, pas gâcher, mais ne vous rebutez pas en vous disant que non mais ça va être ultra hardcore et tout, j'ai pas envie de me casser les dents dessus. En vrai ça se fait assez facilement. Il y a juste un boss en fait qui est un enchaînement de 4 boss je crois, qui est ignoble. Et là il faut vraiment sauvegarder toutes les secondes et essayer de garder un maximum de vie. Mais sinon, non c'est trop chouette Vampire's Kiss. Donc je vous le conseille. Et c'était mon jeu de 95, et c'est là que je remarque que je n'ai pas fait de phrase de transition pour les recommandations, alors je vais l'improviser tout de suite. Ah mais non, c'est vrai, c'est parce qu'en fait c'est nous qui devons faire les transitions. Alors Néo, Ouais. justement, on parlait de Castlevania. Eh bien Castlevania, dans Castlevania il y a château, dans le château ça finit par un O, Oui. comme tout le monde le sait, et O, c'est aussi la lettre qui est contenue à 2 reprises dans recommandation. Ainsi donc Néo, quelle est ta recommandation ? Ah ouais, t'es allé loin là. Ah ben le roi de la transition et de l'impro. Ma recommandation, alors, toi tu vas deviner d'un coup. Oui. Je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Oui, Voilà. tu vas bien sûr recommander de jouer de la guitare. Eh oui. La guitare. Allez. Oh putain. Récemment, je suis allé au cinéma voir un film que j'attendais beaucoup. Ah putain, mais oui, Arthur Malédiction, à chaque fois je... Eh oui, une superbe séance. Non, c'était bien évidemment Le Visiteur du Futur de François Descraques. Alors, faut savoir que la série, je la suis depuis que j'ai 13-14 ans. Et que j'ai plus ou moins suivi l'équipe Frenchner des French Bowl. Donc, tout ce qu'ils ont fait de Surika, c'est pas exactement eux, mais je veux dire les comédiens, tout ça. Du coup, j'étais impatient de revoir toute cette équipe sur grand écran. Je savais que ça allait me faire très drôle de voir tout ça, d'arriver dans une salle de limite chialer parce que j'allais tous les voir. Et rien que ça, je savais déjà que ça allait me faire que Le Visiteur du Futur allait être un film que j'aimerais. Parce que plus que une bonne histoire ou un bon film, ça allait être un gros cap de franchi, que ce soit pour l'équipe derrière, comme pour nous, les personnes qui consommons ce genre de fiction depuis très longtemps sur Internet. Et en fait,
même le film m'a beaucoup surpris. C'est pas juste un film, oh là là, les personnages sont de retour, tu vois, ils vont vivre une petite aventure. Non, c'est un film qui a vraiment de l'incidence sur l'univers Le Visiteur du Futur, donc qui a eu, qui n'est pas que la web série, hein, qui est aussi des romans, des mangas, une BD, plein de choses comme ça. Donc c'est un film qui a beaucoup d'importance pour cet univers, et c'est aussi un film qui a des choses à dire, des choses à raconter, qui est parfois très touchant. J'ai été très surpris par rapport à ça. C'est tu pars sur une comédie d'aventure et puis la fin t'es pas bien. Clairement t'es pas bien du tout. Surtout quand on connaît l'aisance qu'a François Descraques par rapport au fait de faire des scènes qui ont des climax de fou, vraiment de faire des situations désespérées. Il est très fort à ça. Et là, le film, c'est encore, c'est une étape au-dessus. Pour ça, donc voilà, je vous recommande de regarder Le Visiteur du Futur au cinéma, ou même plus tard, si vous pouvez le voir en Blu-ray, ou de façon pas très... Non, achetez-le quand même. Mais même si vous n'avez pas connu Le Visiteur du Futur à l'époque, même si vous vous dites, ouais, ça va, c'est un film YouTube mis sur grand écran, non, c'est pas du tout ça, c'est un film que n'importe qui peut voir. Franchement, c'est très très bien comme film, donc voilà, foncez. Et c'était tout pour ma recommandation. Transition, Kourou, fais-nous une super transition. Bon, non, c'est toi qui l'as fait la transition. Bah, super, je sais même pas ce que tu vas recommander. Et du coup, vu que ce qu'on regarde, c'est trop bien, c'est un peu le futur, t'as vu. Je te conseille de parler d'une œuvre qui est un peu du futur, t'as vu. Même si elle vient du passé techniquement, parce que c'est pas possible. Voilà, voilà. Je te laisse parler de ta recommandation. C'est quand tu veux. Allez, allez. Oh, putain, il est trop chiant. Alors ma recommandation, c'est vraiment un truc, genre ça pouvait pas être moins dans le futur que ça, tu vois, parce que c'est genre ancré dans le début des années 2000. Puisqu'il s'agit de la série Chuck que j'ai recommencé, étant donné qu'en fait je me suis rappelé que j'avais l'intégrale en DVD chez moi. L'intégrale qui est composée de 5 saisons, hein, donc c'est pas énorme. Mais bon, c'est quand même un petit truc. J'ai recommencé, je m'attendais pas à grand chose parce que j'ai vu ça quand j'étais plus jeune. Je me suis dit, bon, il y avait des trucs chouettes, mais je pense que c'était pas mon délire, enfin que ce sera plus mon délire aujourd'hui, je baille. Et en fait, le scénario en lui-même est très agréable à suivre. Il y a vraiment des persos forts et trop cool à suivre en fait. C'est que ce soit Chuck évidemment, qui est hyper attachant en tant que... C'est pas un loser magnifique, parce que c'est pas vraiment un loser, mais il y a beaucoup de gens autour de lui qui trouvent qu'il a raté sa vie, et que... Mais c'est plus une question d'occasion loupée en fait, que de vraiment juste c'est un raté dans la vie. Et du coup ça lui donne une consistance assez unique, parce que tu sens qu'il y a un potentiel en fait qui est là et qui va être développé justement par l'élément perturbateur de la série, qui est que il y a un jour un ami dont il a pas eu de nouvelles depuis super longtemps et avec qui il était à Oxford, je crois que c'est Oxford, en fait il lui envoie un mail. Or, cette personne est devenue agent secret entre-temps, et le mail qu'il a envoyé à Chuck, c'est des données gouvernementales ultra secrètes qui vont se télécharger dans son cerveau, qui fait que... Merde, comment il s'appelle le nom d'ordinateur? Il y a Net dedans. Bon, je saurais pas dire. Chuck va devenir un secret, enfin un élément pour l'État, enfin pour la CIA et je crois que c'est la NSA, ultra important. Et du coup, il va se retrouver à être protégé par des personnes. Il va commencer à faire des missions en fait pour le gouvernement, tout en devant vivre avec Abaymore en fait, donc il est réparateur et il bosse dans l'informatique. Il est conseiller numérique. Lol. Ouais, c'est un environnement qu'on connaît, qui est confronté à un environnement d'agents secrets, d'espionnage, tout ça. Et c'est vraiment deux univers qui se confrontent et ça donne des situation assez comique, notamment avec Kazay du coup. Kazay qui est un putain de tueur taré qui va du coup se faire embaucher sous couverture dans le Bymore où travaille Chuck, et du coup il va devoir conseiller des gens, mais alors que c'est juste un putain de tueur né quoi. Donc puis évidemment t'as l'agente secrète qui est super belle, et en fait du coup ils vont, enfin pour sa couverture elle va bosser dans un magasin de hot dog ou je sais pas trop quoi. C'est super drôle, il y a vraiment des trucs, et puis tous les personnages sont traités avec sympathie. Bon, pas tous, non, parce que t'as Jeff et... Ah, mince. Je sais plus comment il s'appelle l'autre. Mais t'en as deux qui sont ultra chelous. Bon, eux, évidemment, leur but, c'est d'être chelou, donc c'est drôle. Mais Morgan, par exemple. Morgan, qui est juste... qui, pour le coup, peut être qualifié de raté. Il est jamais pris de haut par la série. Il est toujours attachant et toujours drôle. Même si on te montre que c'est effectivement un raté. Il essaie de draguer la sœur de Chuck, par exemple, et il arrête pas de se faire rembarrer, mais de manière toujours assez drôle aussi.
Et puis tous les personnages sont vraiment cool, quoi. Donc ouais, Sarah et Kazay, les deux agents secrets, Chuck et Morgan, donc les deux potes, les trois de de Bymore aussi qui sont aux ordres de Big Mike, qui lui aussi est super cool. Il y a Harry qui est trop attachant aussi. Enfin, ils ont vraiment tous des gueules qui se retiennent, quoi. Pareil pour du coup la sœur de Chuck, j'ai oublié son nom, ou encore Captain Trotop, qui est le copain de sa sœur. Et voilà, et vraiment, t'as tout cet univers qui gravite autour de lui, et c'est super agréable à regarder. Donc là encore, Néo, vraiment, je te conseille cette série parce que je m'attendais pas à grand chose, et effectivement, c'est une réalisation ultra bateau, quoi. C'est des champs contre champs, quelques travelling caméra épaule, mais très rares. Les scènes d'action, elles sont complètement pétées, c'est surcuté, c'est pas lisible, mais t'as une volonté d'écrire des personnages avant tout qui se sent, et même par exemple, ça parle de jeux vidéo au début des années 2000, je crois que c'est 2005, hein, le début de la série. Mais ça le fait pas mal. Non, c'est plus que 2005 parce qu'on voit du Gears of War, donc c'est au moins 2006. Ça le fait pas mal. Tu sens qu'ils s'y connaissent pas toujours. Genre, quand ils te citent des simulations d'hélicoptères, je crois qu'ils en ont inventé la moitié. Mais ils se moquent pas, quoi. C'est pas pour se foutre de la gueule de ceux qui jouent ou quoi. On te montre pas que ceux qui jouent, ça y est, c'est tout de suite des ratés. Parce que justement, Chuck, on te le présente comme quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et qui est un nerd en fait. Et du coup, oh, ça y est, tout de suite, il a raté sa vie, machin, blablabla. Mais justement, on part de ce postulat en fait pour te montrer que non, il y a plein de trucs qu'il a appris, que ce soit dans son université ou grâce à des jeux vidéo par exemple. T'as un truc où il réussit à poser un hélicoptère parce qu'il a joué à des simulations d'hélicoptères justement. Je suis pas sûr que ça marche en vrai, mais voilà, c'est quand même une manière de montrer que le jeu vidéo lui a servi. Et même si c'est un peu maladroit, voilà, c'est pas aussi littéral quand on te dit que le jeu vidéo peut servir dans la vie, mais voilà, il y a des petites idées comme ça qui sont distillées et qui sont intéressantes, mine de rien. Et surtout les personnages, quoi. Les personnages sont vraiment trop cool. Voilà, donc j'ai très envie d'en parler avec quelqu'un un jour, si quelqu'un s'y met. Donc Néo, écoute, je m'adresse directement à toi. Si un jour tu t'y mets, Donc Néo, je serais... je te prends en otage. Non, mais en tout cas, je serais ravi d'en discuter avec toi si un jour tu décides de t'y mettre. Pourquoi pas. Voilà. Eh bien, si tu n'as rien à ajouter, on peut conclure là-dessus. Eh bah ouais. Ouais, t'as quelque chose à ajouter ou ouais, on peut conclure là-dessus? Eh bah ouais, on peut conclure là-dessus. Eh ben, on peut conclure là-dessus. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève ce 7ème épisode, mais en fait 8ème si on compte le hors-série, mais bref, épisode de Kouné. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube ou sur Twitter @KounéPodcast ou sur les différentes plateformes telles que Spotify, Deezer, PodCloud, Google Podcast, Podcast Addicts ou iTunes. Merci de nous avoir écoutés, c'était Neotail et la critique pour Kouné. Salut. Salut.